Bonjour à toutes et à tous. La fin de l'année approche et avec elle vient le temps du bilan. 2020 est une année extraordinaire au sens propre du terme, avec une pandémie qui a paralysé l'économie mondiale, provoquant un choc sans précédent, et le déploiement pour y faire face de politiques de soutien aussi inédites qu'audacieuses, lesquelles ont permis une reprise tout aussi historique. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, après la mise à l'arrêt volontaire des économies et au fur et à mesure de la levée des restrictions sanitaires, le redémarrage de l'activité a été partout rapide et vigoureux, épousant une forme en V conforme à l'abécédaire de la reprise. Ce rebond, largement mécanique, a été même plus puissant qu'initialement anticipé. Il est intéressant de noter que quelle qu'ait été l'ampleur de la contraction au deuxième trimestre, le rebond du troisième trimestre a permis aux principales économies de la zone euro, dont la France, de retrouver dès septembre un niveau d'activité inférieur de seulement 4% environ par rapport à celui de fin 2019. Et d'ailleurs, en l'absence de deuxième vague, la contraction de l'activité sur l'année 2020 aurait été de moindre ampleur que ce qui était inscrit dans les prévisions de croissance avant l'été, qui oscillait, dans le cas de la France, entre -9 et -10%. C'est ce que vous pouvez voir dans les chiffres de la dernière colonne du tableau. Ce sont les acquis de croissance à fin septembre qui correspondent à la croissance annuelle moyenne que l'on aurait obtenue avec une croissance nulle au quatrième trimestre. Et donc, sans résurgence de l'épidémie, le recul de l'activité en France aurait été finalement moins fort qu'anticipé, autour de 8%. Cette contraction historique de l'activité, suivie d'un rebond tout aussi historique, illustre le caractère totalement inédit de cette crise. Les États ont fait le choix de l'humain, tout en acceptant de dépenser sans compter pour sauver l'économie. Afin d'amortir les effets de ce choc provoqué, avec une mise à l'arrêt volontaire des économies, les gouvernements ont déployé des moyens considérables pour soutenir les systèmes de santé, protéger l'emploi et les revenus et préserver le tissu productif. L'idée était de laisser l'économie le plus intacte possible pour lui faire enjamber la crise et permettre un redémarrage rapide une fois les contraintes levées. Ces dépenses de soutien à l'économie et les pertes de recettes fiscales liées à la récession ont dégradé les soldes publics d'environ 8% sur l'année 2020, un montant à peu près équivalent dans tous les grands pays de la zone euro, avec en corollaire une forte remontée des ratios d'endettement public. En France, le déficit pourrait ainsi dépasser les 10% du PIB cette année et le ratio de dette publique se rapprocher des 120%. Alors les gouvernements ont pu dépenser sans compter et sans se soucier de la question du financement, puisque depuis le début, la Banque centrale européenne rachète massivement des titres souverains dans le cadre de son programme d'achat d'urgence pandémie, doté d'une enveloppe de 1 350 milliards d'euros. En endossant un rôle d'acheteur en dernier ressort de dette publique, la Banque centrale européenne garantit en quelque sorte la solvabilité des États. En France, le plan d'urgence s'est élevé à environ 20% du PIB, ce qui se situe dans la moyenne européenne. Les mesures de soutien ont atteint 85 milliards, soit près de 4% du PIB. Comme vous pouvez le voir, la mesure la plus coûteuse a été le financement des dispositifs de chômage partiel, avec une enveloppe de 34 milliards. Au plus fort de la crise, ce sont environ 14 millions de salariés qui ont été couverts par une demande de chômage partiel, même si le recours effectif a été en réalité plus faible et n'a couvert qu'une partie des heures travaillées. Ce dispositif a permis de limiter les pertes d'emploi et donc la hausse du taux de chômage qui n'a progressé que de 1 point en un an à 9%. On a eu également des mesures de soutien massifs à la trésorerie des entreprises, avec plus de 40 milliards de reports de charges fiscales et sociales et surtout une enveloppe de 300 milliards de prêts garantis par l'État, ce qui équivaut à 14% du PIB. Entre mars et octobre, ce sont 125 milliards de PGE qui ont été accordés à près de 600 000 entreprises. Et comme vous pouvez le constater sur le graphique de droite, ces prêts ont bénéficié en grande majorité aux secteurs les plus affectés par la crise. Le processus de reprise s'est brutalement interrompu avec la résurgence de l'épidémie. Tous les pays européens ont réintroduit en octobre des mesures de restriction plus ou moins fortes pour contrôler l'épidémie. Mais partout, les règles ont été adaptées pour en atténuer l'impact économique. Comme en témoigne l'indice de l'Université d'Oxford sur le graphique de droite, qui mesure le degré de sévérité des restrictions sanitaires, la France est le pays qui a réintroduit les règles les plus strictes, même si celles-ci restent plus souples que lors du premier confinement,
avec notamment le maintien de l'ouverture des établissements scolaires et des services publics. Pour mesurer l'impact économique de ce deuxième confinement, il convient également de prendre en compte les effets d'apprentissage, avec des entreprises qui ont adopté leur mode de travail et qui ont mis en place des protocoles sanitaires, et ce afin de poursuivre leur activité. On s'attend donc à une rechute de l'activité en fin d'année, mais dans des proportions bien plus faibles que lors du premier confinement de printemps. À titre illustratif, la perte d'activité en France durant le confinement de novembre est estimée de l'ordre de 12 à 13 %, loin des 30 % enregistrés en avril dernier. Sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB de la France devrait reculer d'environ 9 % contre les 8 % qu'on aurait pu espérer en l'absence de deuxième vague. Et du fait de cette rechute, le niveau d'activité se situerait en fin d'année, comme vous pouvez le voir sur le graphique, à un niveau inférieur de 8,5 % par rapport à celui d'avant-crise. L'année 2020 restera dans l'histoire. Baptisée du nom de Grand Confinement, en référence à la Grande Dépression des années 30 ou à la Grande Récession de 2009, la crise de la Covid est exceptionnelle, de par sa nature, de par son ampleur avec une récession sans précédent, mais également de par le caractère tout aussi historique des réponses budgétaires et monétaires apportées. Il faudra du temps pour tirer toutes les leçons de cette crise, alors que se profile déjà une année 2021 qui va naviguer entre l'espoir d'un retour à la normale, avec l'arrivée des vaccins, mais aussi des craintes quant aux séquelles sur l'économie laissées par ce choc hors norme. Après ce bilan, il est désormais temps d'essayer d'esquisser quelques perspectives économiques pour 2021. Les perspectives d'activité pour 2021 vont dépendre du scénario sanitaire et de l'ampleur et de la durée des éventuelles restrictions d'activité qui devront être mises en œuvre pour contrôler l'épidémie. Alors, compte tenu des bonnes nouvelles sur le front des vaccins, le rebond attendu de l'activité va également être conditionné par la date à laquelle un déploiement à grande échelle des vaccins pourra permettre une levée des restrictions sanitaires. Une hypothèse qui pourrait se matérialiser plutôt en deuxième partie d'année. Autrement dit, la reprise au cours de l'année 2021 devra composer avec le maintien de restrictions plus ou moins fortes au premier semestre avant un relâchement plus durable en deuxième partie d'année. La croissance pourrait ainsi rebondir de 3 à 4 % en zone euro et serait un petit peu plus forte en France, de l'ordre de 5 à 6 % du fait d'un effet rattrapage plus important au premier trimestre. La croissance devrait également bénéficier de nouveaux soutiens budgétaires, notamment dans le cadre des plans de relance annoncés. Néanmoins, comme le montre le graphique, la reprise sera incomplète en 2021 et il faudra attendre sans doute la mi-2022 pour espérer retrouver le niveau d'activité d'avant-crise. Au plan d'urgence succèdent désormais des plans de relance, avec un équilibre délicat à trouver entre, d'un côté, des mesures de soutien à court terme encore nécessaires pour limiter les dégâts sociaux et économiques liés à la crise, et de l'autre, des mesures de moyen-long terme pour aider les économies européennes à aller vers un modèle de croissance plus intelligente, plus durable et plus équitable. L'Europe va financer une partie de ces plans de relance grâce à l'émission d'une dette commune pour un montant total de 750 milliards d'euros sur 3 ans, redistribués aux États membres sous forme de dons ou de prêts. Les subventions étant neutres pour les budgets nationaux, les pays pourront continuer à dépenser et à stimuler leur économie tout en commençant à réduire leur déficit. Les prêts pourraient aussi permettre à certains États membres, déjà lourdement endettés, de profiter de la très bonne signature de la Commission européenne sur les marchés et d'avoir accès à des emprunts sur des maturités allongées et en bénéficiant d'une période de grâce, de quoi alléger la charge de leur dette. On retrouve les 3 priorités évoquées dans le plan de relance français de 100 milliards d'euros, avec un volet environnemental dédié à la transition écologique, un volet compétitivité et innovation, de modernisation de l'économie, et un volet cohésion pour une croissance plus inclusive, avec notamment des plans de formation pour adapter les compétences aux métiers de demain. À supposer une bonne exécution de ce plan de relance, ce sont environ 32 milliards d'euros qui devraient être injectés dans l'économie en 2021. De quoi ajouter environ 1 point de croissance supplémentaire, ce qui rend d'autant plus crédible une reprise de l'ordre de 5 à 6 % l'année prochaine. Se pose aussi la question de la réinjection dans le circuit économique de l'épargne forcée ou de précaution accumulée par les ménages durant les confinements. Les revenus ont été relativement bien préservés pendant la crise. Les fonctionnaires,
Les retraités et la plupart des salariés des grandes entreprises n'ont pas subi de baisse de revenus. Et la baisse a été limitée pour les salariés éligibles au chômage partiel. Finalement, ceux qui ont accusé des pertes de revenus sont les indépendants et les plus précaires, les intérimaires, les salariés en contrat court ou en CDD. Au niveau agrégé, la baisse du revenu disponible devrait être de l'ordre de 1,5% en 2020, là où la chute de la consommation a atteint plus de 8%. Et ce qui n'a pas été consommé durant cette période a été épargné, sachant que ce sont les 20% des ménages les plus aisés qui ont accumulé 70% de ce surplus d'épargne. D'ici la fin de l'année, les enquêtes laissent peu d'espoir quant à un retour à la normale des comportements de consommation, avec des ménages qui considèrent encore aujourd'hui qu'il est opportun d'épargner, comme le montre le graphique de droite. On estime que ce matelas d'épargne supplémentaire pourrait dépasser les 80 milliards d'euros. Le retour de la confiance sera clé pour libérer cette demande refoulée. Mais c'est en tout cas quasiment un autre plan de relance qui dort aujourd'hui dans les comptes bancaires. Pour conclure, si le vaccin permet de lever l'hypothèque sanitaire, l'année 2021 pourrait marquer le début du monde d'après. Dans ce monde d'après, les tendances lourdes déjà à l'œuvre avant crise vont s'accélérer. La révolution numérique et le changement climatique vont façonner encore plus qu'hier nos modes de production et de consommation et modifier en profondeur notre rapport au travail. Ces grandes transformations, couplées à un choc sans précédent, risquent cependant de se traduire par une montée de la conflictualité sociale, sur fond de creusement des inégalités et de hausse de la pauvreté. Le tout dans un contexte géopolitique qui s'annonce toujours mouvementé, avec des tensions Chine-États-Unis appelées à durer. Autant vous dire que le monde de demain, où le pire côtoie le meilleur, a toutes les chances de ressembler de ce point de vue à celui d'hier. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver toutes les publications d'Eco sur le site intranet du groupe. Alors à très bientôt.